On souhaitait vous soutenir cette séance, donc comme annoncé lorsqu'on est venu à votre rencontre au printemps, hein, comme on a pour habitude avec Laurence de venir dans chacun de vos territoires, en tout cas d'être accueillis aussi par des territoires et les agences d'urbanisme qui nous accompagnent avec aussi les CCI dans plusieurs plusieurs travaux qui sont intégrés à la feuille de route de Sud Foncier Éco. C'est en tout cas, pour sa troisième édition, cette tournée, c'est vrai qu'on a continué, on poursuit cette démarche un petit peu d'accompagnement et de retour d'expérience autour de la création des inventaires des zones d'activité économique, hein, qui est suite à la loi, la loi climat et résilience. Donc, ça a fait l'objet d'un tour de table qui a mis en avant, effectivement, également à partir des données qui nous ont été remontées, venant bien entendu mettre à jour toute la base de données des espaces d'activité économique que vous retrouvez dans Sud Foncier Éco et qui, chaque année aussi, sont publiés sur DataSud. Donc, voilà, donc on a une vision qui est mise à jour chaque année autour de l'évolution des espaces. À partir donc, justement de vos données des commentaires, d'une part, on va dire, affiner un petit peu les périmètres de cette activité, d'autre part aussi, compléter un peu ce panorama. Et c'est à ce titre-là, en fait, qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup d'entre vous, vous étiez allés dans un travail qui était beaucoup plus poussé que ce qui était uniquement attendu par la loi climat et résilience, et que est apparue cette notion, justement, de zone de fait, puisque pour certains, vous avez réalisé des inventaires au-delà justement des zones qui sont structures d'urbanisme, et vous êtes allé effectivement recueillir tous ces sites ou poches économiques, hein, on peut leur donner divers noms. Et c'est à ce titre-là qu'on s'est rendu compte qu'on avait une diversité un peu de typologie de type de zone qui nous a amené à repenser un petit peu et à remettre un peu en avant donc les réflexions qu'on avait conduites justement en 2020 à l'époque, avec le travaux et un accompagnement des CCI sur ce sujet, qui avait elle-même, et notamment la CCI des Alpes-Maritimes, qui avait déjà effectivement réalisé ce type de travail. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure il y aurait un intérêt à remettre en commun toute cette matière. Alors, ça se veut avant tout, et c'est pour ça qu'on a souhaité le tenir avant cet été, hein. L'objectif, donc on se réunit là sous format voilà, sous un format un peu de séance, plutôt d'échange, hein. Je dirais pas qu'on est sur un groupe de travail en tant que tel. On verra dans la mesure, effectivement, s'il y a un souhait collectif de vraiment s'acheminer sur des travaux communs sur ce sujet. Ça donnera lieu effectivement à peut-être quelques séquences un peu de discussion ou de travail ou d'expérimentation et de mise en commun d'éléments un peu plus techniques sur les différents aspects méthodologiques que vous auriez pu mettre en place sur chacun de vos territoires. Donc voilà, donc c'est avant tout, alors c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Ça se veut avant tout une séquence interactive. Donc n'hésitez pas, même si c'est en visioconférence, on pense que voilà, étant donné la date estivale, que c'était aussi plus pratique pour vous tous et pour permettre à vous tous d'y participer, on a souhaité la tenir en visioconférence, mais on espère que vous aurez l'occasion effectivement de prendre la parole. Donc une séquence qu'on va tenir sur 2 heures de temps. Donc l'objectif, c'est bien entendu de vous rappeler un petit peu, nous, les réflexions qui avaient été, donc je m'appuierai aussi sur les CCI qui sont présentes aujourd'hui, notamment Isabelle. Je crois qu'il y a également, je sais plus si je vois pas du coup à l'autre. Maxime, il y a Il y a Maxime. Maxime aussi, très bien. Bienvenue. Qui compléteront effectivement un peu cette synthèse. Et ensuite, c'est de faire un panorama un peu justement des initiatives sur vos territoires, que vous puissiez effectivement nous apporter, nous témoigner un petit peu l'approche que vous avez eue pour interpréter ces typologies, on va dire, d'espace. Et après, ça sera peut-être de voir un peu quels sont les premiers éléments de définition sur lesquels on pourrait s'acheminer, et de discuter un peu de l'intérêt de poursuivre un petit peu ces discussions et de peut-être former à la rentrée, de se réunir sous la forme de groupes de travail. Voilà. Donc on a une fin, voilà, on a prévu 2 heures, donc on a 2 heures pour nous, peut-être qu'on terminera avant. On espère que voilà, les retours seront riches en tout cas. Alors peut-être qu'on pourrait justement se faire un petit tour d'écran pour que chacun se présente, pour qu'on sache effectivement qui est présent aujourd'hui. Je vais peut-être vous laisser la parole. Donc voilà, Claire Ajoux du service connaissance territoire, et Laurence, que vous connaissez bien, hein, donc voilà, qui animons cette séance.
Est-ce que Laurence, tu veux donner la parole, comme tu Oui, vois l'écran, aux oui. gens présents? Alors, Alison Bessin. Oui, bonjour, Alison Bessa, je suis chargée d'études au service stratégie territoriale à la métropole Aix-Marseille-Provence et c'est le service en charge du schéma de cohérence territoriale de la métropole. Merci, Alison. Alors, Merci. c'est par ordre alphabétique, hein, donc Fabien Boïta de la DDT 84. Oui, on vous entend. Problème de micro. Alors, Christelle Castel de la Oui, bonjour à CCI tous. d'Arles. Bonjour. Christelle Castel de la CCI, bonjour, responsable des études et de la prospective. Merci, Bonjour. Maxime Chabrier, donc la Oui, CCI bonjour, 06. c'est ça. Bonjour tout le monde, donc Maxime Chabrier-Jorniac, donc chargé de mission en urbanisme foncier à la CCI Nice Côte d'Azur. Et on a évoqué tout à l'heure sur l'inventaire des zones d'activité économique que certains territoires sont allés plus loin. Et donc, comme on a été mandaté par la communauté d'agglomération de la Riviera française, nous, au-delà des zones d'activité économique, on a inventorié les zones de fait, les espaces de projet aussi notamment. Donc D'accord. voilà, je Très bien. complète les propos de Claire. Merci. Merci, Isabelle David. Bonjour à tous, c'est Isabelle David, donc CCI Aix-Marseille-Provence et je suis développeur territorial. Merci, André Oraminana du CEREMA. André, on ne t'entend pas. Tu as ton micro pourtant allumé, mais je ne t'entends pas. Donc, il faut dire qu'André, en tout cas, il est à l'origine avec Frédéric Lasseron de la couche des fonciers à usage d'activité qui pourrait être une très belle source pour nos zones de fait, hein. Parce que, comme je t'avais montré clair sur les copies d'écran, ça correspond souvent à des zonages donc, qui ont été pré-identifiés par le CEREMA, mais on laissera la parole à André un Oui. moment, s'il Oui. arrive à parler. Désolé André, on ne t'entend pas. Je vois que ton micro est allumé, mais on ne t'entend pas. Donc, Alors, est-ce que vous m'attendez? oui, ça y est, on t'entend. Ouais, voilà. Problème de micro, désolé pour cet petit incident. En fait, moi, je suis André Oranimana, justement, je suis du CEREMA Hauts-de-France et je suis chargé d'études et référents données thématiques en lien avec le foncier économique. Justement, comme on le disait il y a quelques minutes, nous, au CEREMA Hauts-de-France, on a mis en place une base de données qui référence comment dire, le foncier à usage économique qui s'appelle FISAC. Oui. Actuellement, on est en train de construire sa deuxième version. Et du coup, justement, l'objectif, c'était d'essayer de faire une base nationale harmonisée qui référence la plupart des fonciers économiques, que ce soit les sites économiques de fait ou les zones d'activité économique recensées. Sachant que pour cette partie-là, les zones d'activité économique, normalement, c'est réservé aux EPCI. Du coup, si on arrive à collaborer avec les régions pour récupérer ces zones d'activité, ça sera vraiment très intéressant. En sachant qu'on travaille en étroite collaboration avec la région CIDE. Oui, 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 oui. Très bien, Merci André. on pourra y revenir effectivement pour préciser certaines choses. Merci André. Il n'y a pas de souci. Alors après, j'ai Jean-Luc Charlot. Non. Si. Votre micro est allumé. C'est peut-être la nouvelle version de Teams avec des problèmes de micro là. Bon. Monsieur Charlot, votre micro est allumé, je le vois, mais on ne vous entend pas. Ça doit être dans les configurations, vous savez, de... Bon. Non, on ne vous entend pas. Ensuite, dans la liste, j'ai Laura Abadi. Vous m'entendez?
Oui, Oui. on vous entend. Ah. Bonjour, du coup, Laura Abadi, communauté de communes Pays des Sorgues, Mont de Vaucluse, et je suis en charge du SIG. Merci. Ensuite, j'ai Léa Médou de l'ORAV. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça super. marche. Léa Médouce, bonjour à toutes et à tous. Moi, je travaille du coup à l'agence d'urbanisme Rhône-Avignon-Vaucluse sur les sujets d'observation et d'économie territoriale. Donc, on accompagne notamment les collectivités sur les inventaires des ZAE et tous les sujets liés au foncier économique de manière générale. Et on travaille avec la région et Laurence sur Sud Foncier Éco. Oui, bien sûr. Et on a parlé pas mal des zones d'activité lors de notre rendez-vous dans le département. Luc Garnier, l'OPA. Bonjour à tous, Luc Garnier de l'OPA. Je suis responsable du SIG et chargé d'études économie également. Et on travaille beaucoup sur les zones d'activité, les sujets de foncier éco. On a accompagné une partie de nos membres sur leurs inventaires de zones d'activité. Voilà. Merci. Merci Luc. Marion Banis, d'Odatvar. On a beaucoup d'agences là, dans l'ordre en plus. Bonjour, donc Marion Banis, chargée d'études économie à l'agence d'urbanisme de l'Aire toulonnaise et du Var. Et comme mes collègues des autres agences, on a accompagné une grande partie des territoires dans leurs inventaires et les dispositifs d'observatoire qui peuvent développer à l'issue de ça. Merci Marion. Après, j'ai Marion Bourdel. Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, c'est Marion Bourdelès, petite correction. Bourdelès, pardon, excusez-moi. Du coup, Marion Bourdelès, communauté de communes Cœur du Var, je suis chargée de la révision du SCOT. Dans ce cadre-là, on a pu travailler autour des zones et des aires d'activité, parce qu'en fait, on a opté pour une autre dénomination que je vous expliquerai peut-être un peu plus tard. Oui. Voilà. Merci. Ensuite, j'ai Bertrand Mirou. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, Bertrand Mirou, donc je travaille dans le service ASAE de la Banque des Territoires. On Oui. accompagne les collectivités à faire leurs inventaires des zones d'activité économique en tant que cartographe et data analyst. Ok, merci beaucoup. Merci. Ensuite, on a Paul Bachellery de l'Adréal. Là, Paul, c'est pareil, je vois que ton micro est allumé. Certaines personnes ont des difficultés à parler. On leur laissera la parole peut-être un peu plus tard, Laurence. Configuration là de... Ouais, voilà. Et ensuite, on a Stéphane Estube. Oui, bonjour, Stéphanie Estube. Donc, Ah, chargée de pardon, excusez-moi. Oui, c'est pas grave. Chargée de développement, j'ai du mal noté. Chargée de développement économique, appui au territoire, pôle territoire de la Chambre de métier de l'artisanat PACA. Moi, je suis dans le Vaucluse, rattachée à la CMD 84. Merci beaucoup. Alors, oui, les personnes qui n'ont pas pu se connecter, je regardais bien donc, les configurations de audio dans Teams, quelquefois avec les micros, les casques, etc. Ça change. Voilà. Et donc, dire aussi, peut-être, Claire, pour compléter, qu'on a discuté de ça aussi avec l'échange qu'il y avait eu Dréal DDT sur aller plus loin dans les inventaires, loi climat et résilience. Oui. Et c'est bien d'inventorier tous les espaces d'activité, un peu comme le précisait André du CEREMA. Oui. Voilà, ça c'était l'intervention de Madame d'Ambreville là, dans le 83 et 06. C'était intéressante et éclairante là-dessus. Oui, tout à fait. C'est effectivement ressorti aussi, alors si Paul veut rajouter un mot, s'il arrive effectivement à parler. Pas parler. Que c'était ressorti, c'était un bilan de la stratégie foncière, de l'étude de stratégie foncière aussi que la DREL avait conduite et qui vous a été présentée lors des différents rendez-vous territoriaux. Donc, merci à tous et bienvenue. On voit qu'on a un panorama, on va dire, de différents profils opérateurs pour les territoires, collectivités, consulaires. Donc, je pense que les sujets vont être riches. Sans plus attendre, on voulait rapidement vous faire un rapide rappel
des travaux qui avaient été faits à l'époque. Donc, je laisse bien entendu donc Maxime et Isabelle me compléter, hein, puisque c'était on va dire une démarche avec des expérimentations, notamment techniques, mais aussi tout un travail on va dire, de collecte, un peu des retours d'expérience et aussi au niveau aussi de l'ensemble du réseau des CCI, qui nous avait permis donc d'établir, on va dire, dans le cadre d'une action 2020-2021, des éléments de définition qui avaient donné lieu justement à quelques séances de travail avec un petit comité. Alors pourquoi à l'époque on s'était posé la question très rapidement, c'était que c'était un peu au début où on avait commencé à réaliser ces premières, on va dire, bases de données autour des espaces d'activité économique. Pour vous dire que Sud Foncier Eco, depuis le début, recense de manière volontaire ce qu'on appelle les espaces d'activité économique. L'objectif étant d'avoir une vision la plus exhaustive possible du tissu économique régional. Ce qui va sans dire que on s'est appuyé sur donc les délimitations donc issues des zonages des documents d'urbanisme, donc les zonages UE, comme vous pouvez voir à l'écran, mais on s'est très rapidement, en tout cas, confronté au fait que, en mettant une photographie aérienne dessous, on se rendait compte, ou en les croisant avec d'autres données, hein, c'est un peu le travail que fait aussi le CEREMA, donc notamment avec le fichier Sirène. Donc des fichiers effectivement apportant un certain nombre d'informations aussi sur les locaux d'activité. On s'est vraiment rendu compte en fait qu'on avait de l'activité qui s'était implantée aux abords de certaines zones d'activité, en périphérie de certains réseaux routiers ou de manière de cas plus isolés. Donc on s'est rendu compte que, alors je ne me rappelle plus effectivement en tête, alors peut-être que Isabelle tu les as, mais c'était quand même une grande part on va dire du dynamisme un peu économique de notre région, qui était finalement en dehors des zonages dits UE, comme le prétendent les documents d'urbanisme et les zones réglementaires. Donc, c'est vrai que suite à ces inventaires aussi, qui étaient avant tout appuyés, ou en tout cas qui nécessitaient de relever les zones de gestion justement intercommunale, hein, donc au niveau des EPCI, d'une part. Donc, il y avait cette question aussi de quid des zones encore communales, quid aussi des zones privées. Donc, sur certains départements, notamment les Alpes-Maritimes, il y a énormément de zones privées. Donc, il y avait beaucoup de trous dans la raquette, ce qui nous a amené, alors à l'époque, en 2020-2021, déjà à confronter à ces questions justement de définition autour de cette typologie d'espace qui était concernée. Donc l'objectif, c'était d'avant tout identifier géographiquement un peu tous ces espaces occupés par de l'activité économique, en dehors donc des centres-villes et des zones d'activité économique. C'est vrai que je n'ai pas abordé l'aspect centre-ville, hein, donc là aussi, où on pouvait avoir une implantation d'une ou plusieurs entreprises, de mieux les qualifier, de savoir ce qu'on y trouve à l'intérieur, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers, le nombre effectivement d'entreprises, le nombre d'emplois, on avait regardé aussi, et d'en définir une première couche d'informations qui venait compléter la base de données des périmètres d'espaces d'activité dites réglementaires. Et tout cela, effectivement, était conduit donc en corrélation avec des travaux qui, à l'époque, avaient été effectivement très développés côté CCI. Et on avait réuni donc quelques acteurs aussi qui s'étaient posé un petit peu les mêmes questions, notamment dans les territoires alpins. Ça aussi, on s'était rendu compte que si on s'en tenait uniquement au zonage des documents d'urbanisme, notamment pour les territoires n'étant pas couverts par des documents d'urbanisme type POS à l'époque ou plus, beaucoup sont encore en RNU, en fait, ils étaient dépourvus de tout zonage et de toute zone d'activité. Donc voilà, donc c'était un peu l'objectif à l'époque, hein, c'était d'avoir une vision qui soit, ou d'avoir un premier panorama qui soit le plus exhaustif possible, le plus représentatif du tissu économique régional. Donc on a pris le parti pris de s'appuyer un peu sur des définitions, des critères, et aussi de croiser un peu les différentes bases de données exogènes. On s'est également appuyé à l'époque sur un travail qui avait été réalisé par les universitaires, et notamment suivi par Jean-Louis Zimmermann, je crois qu'il n'est pas là, Laurence, Jean-Louis, mais qui avait déjà un peu conduit ce travail dans le Vaucluse, où en fait ils étaient venus à partir des données d'occupation du sol régional, donc l'OCSOL, où vous avez un intitulé, effectivement, le code 120
121 qui désigne les zones d'activité économique. Ils avaient croisé ces éléments avec effectivement pas mal d'informations remontées dans OpenStreetMap, qui sont issues de contributions d'acteurs sur le terrain, pour venir toiletter et mettre à jour cette base. Donc, il nous avait semblé opportun. L'orthophotographie aussi. Et sur l'orthophotographie, exactement. Voilà, il nous avait semblé opportun justement de regarder, ou en tout cas de pouvoir repérer ces poches économiques en dehors des zones d'activité économique. Donc, voilà, donc c'est des expérimentations qui avaient été conduites à partir de différents tests de croisement. On avait également donc croisé effectivement les données sirènes, je vous le disais, sur les données des établissements d'activité économique pour repérer ces entreprises qui étaient effectivement en dehors de ces périmètres des ZAE. Et ça avait donné lieu à pas mal de résultats qui avaient été confrontés, transmis aux participants volontaires pour justement un peu vérifier, recéter, voire voilà, recaler un petit peu justement. Et ça nous a permis d'établir et de définir une première définition, qui est celle-ci. Donc en fait, déjà sur la définition, alors on s'est rendu compte, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, hein, c'est que cette définition, on l'avait mise en avant lors des rendez-vous. On se rend compte que certains ont des définitions quelque peu différentes, plus à la marge. Donc c'est tout l'intérêt de cette réunion aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise définition, l'intention c'est de s'entendre, d'être certain d'avoir un langage commun pour être certain de recenser ces objets de la même manière. Et de savoir effectivement jusqu'à quel seuil en fait on souhaite, on va dire, réaliser cet inventaire de ces espaces particuliers. Donc pour la citer, si je la rappelle, donc en fait en soi la définition qui avait été arrêtée, donc c'était les zones de fait à l'époque, hein, donc on peut leur donner d'autres nominations. C'était effectivement tout espace ou périmètre regroupant un même lieu, une concentration de plusieurs entreprises et d'emplois en dehors de tout site réservé à l'implantation, donc zonage UA, UB, UC, voilà, dont le fonctionnement et les équipements présents sont similaires à ceux d'une zone d'activité économique réglementée. Donc quand on dit équipements présents, hein, ça a des équipements effectivement de certaines aménités, des équipements avec voilà, des équipements publics, notamment des réseaux, la viabilisation peut-être de certains périmètres aussi. Donc voilà, donc on avait finalement des zonages qui n'étaient pas forcément considérés comme des zonages UE, dans lesquels voilà, qui étaient plus ouverts normalement à d'autres vocations, hein, qui finalement avaient des équipements ou avaient une implantation de bâtiments avec du coup aussi des espaces, des locaux d'activité qui étaient voilà, présents. Donc on essaie également de baser sur, donc ça a donné lieu à une note méthodologique ça a donné lieu à 2-3 réunions, qui a été co-rédigée, comme je dis, avec l'ensemble du réseau des CCI, hein. Et on avait identifié également quelques critères quantitatifs et qualitatifs que vous voyez à l'écran. Donc au début, alors il y avait la question effectivement de l'environnement, hein, de ces espaces d'activité, puisqu'on dit bien qu'ils sont en dehors des zones d'activité réglementaires. Donc on a fait effectivement un jeu on va dire de soustraction de ces poches qu'on a repris justement de cette base d'OCSOL, on va dire d'occupation du sol, remise à jour, toilettée, suite au travail des universitaires. Qu'on a repéré et qu'on est venu affiner sur la base effectivement de l'expertise des terrains de certains acteurs et des orthophotos. Et aussi, on est allé venir donc les croiser avec donc des éléments, donc notamment des espaces d'activité économique. Issus de la base sirène. Sachant qu'on avait également un tri, donc c'est là où aussi la base sirène était importante, c'était qu'il y avait un tri qui avait été fait aussi sur le type d'activité, puisque tout ce qui était activité voilà, de loisirs ou administrative, hein, donc des services administratifs, avait été effectivement sorti, extrait. Et après, il y avait une question également de surface, parce qu'en fait, on peut se retrouver avec des toutes petites poches ou des bâtiments dédiés. Donc, il y avait également un seuil de surface qui avait été déterminé, donc un seuil minimal d'1 hectare. Pourquoi ce seuil? Parce que, alors il était un peu empirique, hein, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été déterminé à dire d'experts. Et il s'est avéré que ce seuil il était nécessaire de l'appliquer et de le descendre spécifiquement pour les départements alpins, et notamment pour ces territoires donc, qui sont la plupart du temps non couverts et des petits territoires très ruraux qui possèdent de très 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 petits secteurs économiques et qui du coup se retrouvaient dépourvus de toute zone. Et il y avait cette notion voilà, aussi de présence d'établissement
Alors le nombre d'emplois, c'est vrai il avait été à l'époque, comment dire, retenu et puis comment dire, à l'usage, en faute d'informations toujours à jour et disponibles sur certains établissements, c'était pas une information suffisamment fiable, mais ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait effectivement, maintenant étant donné qu'on a d'autres sources, on pourrait remettre en tout cas dans les critères. Donc, cette base de données a donné lieu, ce travail a donné lieu à la création d'une base de données dite théorique, hein, des zones de fait, donc que vous pouvez retrouver dans Sud Foncier Éco, qui a permis quand même malgré tout de repêcher, notamment dans ces territoires alpins, de repêcher, on va dire, plus de 1000 hectares hein, de qualifiés en zone de fait et quasiment 2500 établissements aussi d'activité. C'est une base de données. Alors, ce qui est très compliqué avec ces zones, une définition, c'est une chose, mais c'est le périmètre, c'est les périmétrés. C'est assez sensible, c'est-à-dire où nous arrêtons-nous, hein, voilà, qu'est-ce qui fait foi, sachant qu'il n'y a pas de portée réglementaire sur ces objets-là. Donc, on avait fait, en tout cas, on avait pris le parti pris de uniquement désigner sous forme de ponctuel, donc au centroïde, on va dire, du polygone, la présence d'un pôle ou d'une poche d'activité économique. Et c'est cette information qu'on avait rendue publique sur Sud Foncier Éco, donc publique et consultable. Et on avait transmis la couche géographique aux personnes qui étaient dans le groupe de travail. Voilà, c'est ça. qui avaient Voilà. participé à la couche D'une part, géographique pour des vérifier sur leur territoire, effectivement, voilà, la pertinence un peu de cette information et la fiabilité aussi des données. Et d'autre part, voilà, c'est vrai qu'on on a cette couche qu'on pourrait remobiliser à partir justement des nouveaux travaux qu'on pourrait conduire ensemble. Alors, je ne sais pas si justement vous voudriez, Isabelle ou Maxime, apporter des compléments ou par rapport à vos retours d'expérience justement, donner un peu des cas d'exemples de type de zone par rapport à sa définition qui rentre dedans. Je vous laisse la parole ou compléter un peu ces éléments méthodologiques. Merci Claire. Pour le développement de la base, je laisserai plutôt Maxime qui, lui, le mène au quotidien. En fait, nous, côté CCIMP, on avait plutôt fait un travail de vérification de la base de données théorique. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez notre retour d'expérience dès à présent ou pas. Mais bon, ça datait de 2021 et sur une quarantaine d'objets, zones de fait, on n'en avait retenu que 5. Oui. Il y avait pas mal de biais. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on en parle maintenant ou on peut en parler un peu plus tard. Ou peut-être laisser parler Maxime avant. En fait, on s'était rendu compte, peut-être pour compléter tes propos, Isabelle, que cette méthode était assez compliquée, et notamment la question de la délimitation de ces zones, puisque tu étais sur un territoire extrêmement urbain. Il y a ça aussi, il y avait cette problématique-là aussi, je me rappelle. Oui, alors oui, entre autres, mais il y avait aussi le fait qu'en fait, on se retrouvait quand même avec... il y avait il y avait pas forcément, il y avait eu un différentiel dans le périmètre. En fait, il y avait des périmètres qui n'avaient pas forcément été mis à jour. Donc, en fait, on avait des zones de fait soit sur des zones de projet, donc des espaces urbanisés qui n'étaient pas forcément identifiés dans la base des périmètres des zones d'activité et finalement qui ont fait l'objet d'opérations d'aménagement, qui ont basculé en espaces d'activité économique réglementaire. Et puis, il y a eu aussi des évolutions de zonage des espaces d'activité éco-réglementaires suite à des modifications, des révisions de documents qui n'avaient pas forcément été pris en compte. Donc voilà, on avait déjà par rapport à... Donc déjà, peut-être une première nécessité de mettre à jour les périmètres des espaces d'activité éco, et là d'autant plus avec l'inventaire. On avait aussi un deuxième point, c'était par rapport à la géolocalisation des établissements. Parce que finalement, on se retrouvait avec, parce qu'on a le critère, donc au moins un établissement d'activité productive, on avait plusieurs établissements qui étaient géolocalisés dans une seule et même zone de fait, parce qu'on était en fait sur la base Sirène avec un problème de géolocalisation, mais à l'époque en 2021. Et en fait,
concrètement, quand on regardait, en fait, on se rendait compte que la zone, elle comportait qu'un seul, voire aucun établissement dans le périmètre de la zone de fait. Il y avait aussi, par rapport à cette notion d'activité productive, on se retrouvait aussi avec des zones de fait qui comportaient des activités plutôt urbaines, que ce soit du commerce, des services, des bureaux, voire même de l'habitat, et aussi plutôt localisées en tissu urbain dense, donc à proximité immédiate des centres-villes. Et du coup, par rapport à la définition où ça ne correspondait pas forcément à la définition qu'on avait préétablie. Et puis aussi un autre point, c'était le fait que c'était par rapport à l'occupation de ces zones de fait. En fait, finalement, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de zones qui étaient constituées d'espaces agricoles ou naturels. Notamment, je repense près de la zone d'activité d'Enix sur Aix, où on a des espaces en fait qui sont plutôt naturels et arborés. Et qui ne comportent pas du tout d'établissements et ni d'équipements pour accueillir ces établissements. Et du coup, là aussi, se posait la question par rapport à la consommation de ces espaces avec les enjeux associés sur l'artificialisation des sols. Voilà, grosso modo, les retours qu'on peut faire par rapport en fait, à la vérification de cette base théorique, mais voilà, qui datait de 2021. Et donc, voilà. Et comme tu l'as précisé, sans effectivement tout le travail de mise à jour et de création des inventaires qui a été réalisé. Donc, C'est ça. je pense qu'il y a beaucoup de biais qui, du coup, vont pouvoir être contournés. Et plus le travail du CEREMA sur les FUSAC qui permet Aussi, d'avoir une exactement. autre source de poche d'activité. Donc, on C'est pourrait ça. comparer. C'est ça. Est-ce que Maxime, tu veux rajouter peut-être des éléments plus spécifiques sur ton territoire? Oui, déjà pour compléter les propos d'Isabelle, déjà la CCNIS Côte d'Azur, on enrichit notre base de données de l'Observatoire du foncier économique, donc surtout à travers les zones d'activité réglementaires. Donc là, comme vous l'avez dit précédemment, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de se rendre sur le terrain pour, ne serait-ce déjà pour limiter le zonage de la zone et de voir les activités présentes. Par contre, pour les zones de fait, on a un peu deux niveaux, c'est-à-dire en fait, parfois on va inventorier les zones de fait au travers des différents critères à la fois quantitatifs et qualitatifs que vous avez cités, mais par contre, pour que la donnée soit beaucoup plus précise, c'est beaucoup plus complexe que la zone d'activité réglementaire qu'on inventorie. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Isabelle, parfois, déjà, il y a du changement de zonage entre-temps, donc il faut vérifier ça. Ensuite, les activités qui sont présentes dans les zones de fait, en fait, elles sont là avant qu'un PPR, par exemple inondation, mouvement de terrain, soit élaboré. Et donc parfois, c'est des activités qui se retrouvent en zone rouge ou bleue d'un PPR et que après, quand on inventorie ces zones, qu'on les présente à des collectivités, des EPCI, qu'on a dit, ah, regardez, on a identifié ces zones-là qui sont des zones de fait mais non réglementaires. En fait, elles ne veulent pas qu'on affiche ces zones-là parce qu'après, c'est au risque et péril de dire, ah ben, il y a X entreprises qui sont en zone rouge d'un PPR. Donc parfois, c'est des zones que nous, on en a connaissance, mais pas forcément qu'on veut que ça soit diffusé à l'ensemble des EPCI. Donc voilà, il y a des particularités pour les zones de fait par rapport aux zones d'activité réglementaire. C'est pas aussi simple. Après, les critères qu'on voit actuellement ensemble sur la qualification et la quantification de ces zones de fait, ils peuvent être c'est l'objet d'aujourd'hui, ils peuvent être revus. C'est-à-dire là, on prend le critère notamment de l'emploi, mais on pourrait prendre d'autres critères comme la surface d'une certaine entreprise qui pourrait changer la vocation de la zone. Enfin voilà, il y a plusieurs critères qu'on pourrait voir. Voilà. La superficie des locaux, tu veux dire? Oui, des locaux, du bâti, okay. Exactement. Tout à fait. Effectivement, c'est des aspects et des critères voilà, qui pourraient être testés, hein, donc pour affiner un petit peu justement cette sélection, tout à fait. Merci pour ces propositions. On pourra peut-être mettre, parce que la CCI, donc NCA, avait fait un guide méthodologique montrant des exemples concrets, des copies d'écran de ce que ça représentait pour les zones de fait dans le 06. Donc, ça sera peut-être intéressant de le mettre sur le portail, dans le groupe zone de fait qu'on est en train de constituer. Tous ces documents-là qui dataient, mais qui présentaient des exemples concrets. Oui, pas de souci.
Merci. Alors, donc voilà, donc je vous propose de vous laisser la parole, hein. Donc après, on a quelques cas, quelques exemples aussi à montrer. Laurence, peut-être je te laisserai commenter les quelques extraits qu'on a repérés, Carto. L'objectif maintenant, voilà, c'est donc, comme je l'ai dit en introduction, cette première séquence, elle est là pour un peu rendre compte un peu et mettre en avant, ou que vous ayez l'occasion, même si pour beaucoup, vous avez déjà un peu apporté vos différents aspects un peu techniques et méthodologiques lors des rendez-vous, ou en tout cas l'angle sous lequel vous avez pris ces types de zones, hein. L'objectif, c'est de voir, en tout cas pour les territoires, d'une part, qui ont mené l'exercice, venir peut-être mettre à jour ce travail, hein, comme c'est super, c'est les retours d'expérience que vous avez fait Isabelle et Maxime, parce qu'on se voit que depuis 2020, d'une part, les sources ont évolué, les zonages aussi, hein, donc les documents d'urbanisme pour beaucoup aussi, étaient en révision. Donc on a une stabilisation déjà de ces zonages aussi avec les zones, avec les inventaires, donc ce qui va nous permettre aussi, je pense, de pouvoir, on va dire, faire un petit peu de toiletter cette première base de données. Et d'autre part, voir s'il y a d'autres critères, on va dire, qualitatifs et quantitatifs qui seraient mobilisables dans d'autres sources qui seraient effectivement à ce jour maintenant disponibles et beaucoup plus précises, qui permettraient d'affiner un petit peu ce regard. Donc voilà, rapidement, alors je l'ai abordé, mais un peu c'était des cas qui avaient été rencontrés, notamment Laurence, hein, quand tu as mené ce travail de mise à jour de la base de données des espaces d'activité, puisque tu as fait face à quand tu as obtenu de la part de certains territoires des zonages qui étaient soit en extension des périmètres réglementés, hein, donc quid on va dire du référencement de ces informations, parfois des lieux d'activité isolés, donc une seule entreprise, donc la question du seuil de surface, hein, C'est souvent le cas dans les départements alpins. voilà. Et aussi des zones communales, j'ai oublié de noter les zones privées aussi, comme j'ai précisé. Et en fait, on se retrouve face à une différence de différentes typologies, avec une hétérogénéité aussi, de l'exhaustivité aussi sur certains territoires, hein, donc on l'a vu. Donc il y a peut-être l'objectif de en tout cas de ce travail collectif avec vous tous, c'est d'une part s'inspirer de cet effet sur les autres territoires, peut-être d'homogénéiser un petit peu les choses aussi à l'échelle régionale, hein, sur ces sujets, et aussi, d'autre part, peut-être de fournir un peu les outils à ceux qui n'auraient pas, on va dire, poussé ou réalisé ce travail, faute de temps, faute de moyens, mais peut-être faute aussi comment dire, d'approche, ou de recommandations techniques pour le faire. Donc c'est le but et l'intention qu'on a, hein, donc de relancer un peu les réflexions sur ces définitions. Donc peut-être avant de vous laisser donc justement la parole, pour que vous puissiez témoigner des initiatives. Donc tout le monde n'est pas présent, on est conscient, voilà, qu'un 11 juillet, il y a déjà des gens qui sont en congé. C'est pour ça qu'on a quand même voulu tenir cette première réunion pour avoir déjà mettre un peu en discussion ce sujet, voir l'intérêt aussi de relancer cette action-là, d'une part. Et deuxièmement, je pense effectivement nécessairement, il y aura peut-être à l'issue du compte rendu qui sera fait, peut-être une autre réunion pour associer les territoires qui avaient fait part aussi de leurs intentions et des travaux et des réflexions qu'ils avaient eues. Donc, très rapidement, peut-être, est-ce que tu veux commenter, Laurence, les types de zones que tu avais rencontrées, justement, que j'affiche à l'écran? Oui, en fait, donc, comme le disait Claire, il y a quelques territoires qui nous ont identifiés dans leur inventaire des zones de fait. Voilà, c'est le cas de la zone qui est à l'écran, là, la zone d'activité rue des Mimosas. Donc, elle n'a pas vraiment un nom, hein. Elle a juste été inventoriée comme ça par alors, je ne sais pas si c'est le SCOT Gap-Pensée ou la ville de Gap ou l'AGLO qui a fait. Je pense que c'est le SCOT Gap-Pensée peut-être qui a fait l'inventaire pour les territoires, hein. Voilà. Donc là, on voit qu'on est proche du milieu urbain. Oui. Sur la suivante, on doit être dans le 06. Alors peut-être que Maxime va la reconnaître, hein, cette zone à Tende. Ça, c'est Menton, il me semble, sur la commune de Menton. C'est Le sur la carré, commune de enfin, Menton? Ouais, c'est ça. Normalement. Alors attends, parce que j'ai QGIS qui est ouvert derrière. Je vais vérifier.
Et du coup, si tu peux nous décrire le type de zone que c'est? Est-ce que c'est... Bah, tout au nord de la zone, on voit que c'est un énorme Intermarché, Ouais. avec notamment des pharmacies, etc. Et un peu plus au sud, il y a une station essence et un peu un complexe où il y a différentes activités économiques. C'est à la fois un peu plus commercial, on va dire, le sud. Oui, Mais normalement, c'est bien Menton. d'accord. Et ça me fait alors réagir aussi, où en fait on se rend compte effectivement qu'on a de plus en plus de, comment dire, de quartiers ou d'éco-quartiers qui se construisent dans des zones voilà, U, qui sont un peu en périphérie de centre-ville et pour lesquels, bah oui, il y a également des services associés qui sont eux-mêmes dans les mêmes périmètres de réglementation et qui du coup effectivement ne sortent pas comme tels, mais on a bah, souvent bah, comme des petits commerces comme, ou des supermarchés qui s'installent. Et c'est vrai que c'est souvent bah, des pôles d'emploi hein, qui sont pas forcément, qui du coup ne ressortent pas si on s'en tient stricto sensus au simple zonage d'activité. Alors, je confirme que c'est bien Menton. J'ai les QG sous les yeux avec le zoom. C'est effectivement Menton. Et du coup, ça me fait penser aussi tous les échanges qu'on avait eus, Léa, avec Léa Médouce, là, et les territoires dans le Vaucluse. Il y avait quand même des personnes aussi qui nous signalaient un Leclerc qui s'était installé et qui du coup, c'était sur un terrain privé avec d'autres magasins qui s'étaient installés. Donc là, on est vraiment plutôt dans des zones commerciales et pas des zones productives. Donc, à voir. Il faudrait peut-être revoir la définition tous ensemble, parce que c'est plutôt ça qu'on nous avait signalé lors de la tournée départementale. Oui. Et un dernier exemple que tu avais... Oui, alors là, c'est pareil, on est dans le 06. On n'est pas loin de la frontière italienne, on est juste à côté de la frontière italienne. Et là, on voit vraiment voilà, des bâtiments, je ne sais pas si c'est industriel, etc. Tu la Là, c'est connais, plus Maxime? oui, c'est plus tout ce qui est aussi une station essence. Il y a pas mal d'artisanat et tout ce qui est mécanicien, réparateur automobile. Et, voilà. D'accord, donc c'est plutôt de l'artisanat dedans. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Et est-ce que je m'en remets un peu à vous? Est-ce que justement, à l'époque, je me rappelle de mémoire, on avait énormément d'artisanat aussi hein, qui se développait. C'était un constat. Oui, Alors, je parce crois qu'on a que quelqu'un de la Chambre effectivement, des métiers oui, voilà, qui se développait aussi en dehors de ces zones. Des fois même ben, des sociétés qui étaient même dans la résidence, on va dire, adressée, dont l'adresse était sur le domicile, hein, on va dire, de l'artisan. oui. Et bon, alors ça, c'est encore un autre objet, mais des fois, on avait une concentration aussi, des fois, de petites zones artisanales qui s'étaient effectivement petit à petit, par opportunité, voilà, ils s'étaient développés. Alors, je vois qu'il y avait une main levée, je ne vois pas. Donc maintenant, je vous propose qu'on laisse Alors peut-être qu'on que la lance le personne de la Chambre des métiers voudrait intervenir, parce que c'est vrai que Caroline Valtira avait fait une intervention claire. C'est Oui, pareil, je crois qu'on disposait d'un document là-dessus. oui, Oui, juste pour ressouligner qu'effectivement, le secteur de l'artisanat, il est diffus dans dans tous les zones urbaines en fait. Hein. Donc, ce qu'il faut être là où il faut être vigilant, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a trop de bruit, que c'est trop bruyant, parce que certaines activités, enfin, de la fabrication de bijoux, c'est pas ça qui va. Ou même des fois, il y a des couteliers en centre-ville, ils n'ont pas non plus des choses qui vont être néfastes. Enfin, créer des conflits d'usage par rapport à l'habitation. Mais il est important effectivement de réussir quand même à canaliser, permettre quand même à ce tissu de rester et de se renouveler, mais de localiser en zone d'activité et de bien cadrer pour que ce soit réservé à de l'artisanat bruyant, plutôt type industrie, mais qui apporte une réelle gêne, que ce soit de l'artisanat ou autre hein, d'ailleurs, et de réserver dans les cœurs de centre-ville à de l'artisanat qui a vraiment un point d'accueil boutique qui peut avoir sa production en même temps, mais qui a l'accueil boutique pour pas avoir des conflits d'usage ou des boutiques qui souffrent un peu n'importe où de manière opportuniste. Merci. Merci, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer justement? Donc, la parole est à vous maintenant. N'hésitez pas
j'en déduis que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est soit parce que vous êtes concerné, même si vous n'avez peut-être pas mené ce travail sur votre territoire, mais vous avez à l'esprit que nécessairement vous êtes face aussi à ces problématiques-là, ou parce que vous avez également, vous êtes prêté à cet exercice. Alors, à partir ou pas de cette définition, déjà, est-ce que dans les territoires, voilà, des participants, vous étiez, pour certains, approprié ces définitions? Vous êtes allé consulter les données qui étaient sur Sud Foncier Éco? Voilà, est-ce que déjà vous avez un retour d'expérience par rapport à ces précédents travaux, premièrement? Et deuxièmement, si ce n'est pas le cas et que vous avez réalisé déjà un travail un peu similaire, mais avec vos propres définitions, hein, peut-être propres, voilà, spécifiques aussi à voilà, vos enjeux et au type d'économie aussi que vous avez sur votre territoire. Maintenant, voilà, n'hésitez pas. L'objectif, c'est ça, hein, c'est de partager nos retours d'expérience, nos visions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise définition, hein, donc on est vraiment pour mettre en commun, discuter. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Alors, je ne sais pas si, alors soit on refait un tour d'écran, comme soit voilà, certains d'entre vous souhaitent faire part peut-être un peu de leur retour d'expérience. Laura? Allez, j'ai vu ta main. J'arrive à voir les mains qui se lèvent a priori. Merci. Alors nous, de notre côté, on n'a pas énormément de zones de fait qui apparaissent. On est plus sur des petites extensions en dehors des périmètres de zones d'activité. Et on a fait remonter ça notamment à la mairie de L'Isle-sur-la-Sorgue pour potentiellement réadapter le PLU, parce qu'en fait, ce sont des entreprises qui étaient... Enfin, c'est un bord de route, donc on a toujours trouvé ça un peu étrange que ça ne soit pas inclus dans la zone d'activité. Et du coup, il y a une évolution du document d'urbanisme qui va arriver prochainement. D'accord. Et ce travail, vous l'avez fait au moment de repérage ou vous l'avez fait au moment des inventaires? Parce que Oui, c'est ça. On l'a fait il y D'accord. a 2 ans. Et d'ailleurs, là, on est en train de mettre à jour un peu nos données. Et du coup, j'ai eu écho que justement, au niveau de la mairie, ça allait un petit peu bouger, justement pour un peu remettre tout ça au clair, parce que déjà, à l'origine, ça n'avait pas beaucoup de sens d'arrêter la zone avant ce bord de route. Parce que là, du coup, on parle vraiment de commerce, de garage automobile. C'est vraiment de l'activité économique pure, quoi. Donc voilà, de notre côté, c'est plutôt ça. Après, nous, on est beaucoup moins touchés par cette question de réelle poche d'activité vraiment loin des autres zones. Ouais. Voilà. On n'a pas beaucoup ce genre de cas. Donc en fait, vous êtes plus, si je comprends bien, sur de l'extension de zones existantes, mais qui n'a pas été effectivement derrière mise à jour ou intégrée comme telle dans le document d'urbanisme. C'est ça en fait, hein, si je comprends bien. C'est ça. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a... Merci beaucoup, Laura. Ça en fait partie, effectivement, savoir comment on les appréhende. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer sur ces... Alors, comme j'affiche, mais il y avait plusieurs territoires. Hein, Ah, Marion, merci. Oui, je veux bien. Ah. Vous m'entendez? Oui. Ah ouais, j'avais le micro mal placé. Nous, à l'agence d'urbanisme, c'est plus peut-être un retour d'expérience sur les territoires qu'on a pu accompagner. Alors, initialement dans le cadre des inventaires, mais où on s'est posé la question initiale qui était quels sont les périmètres des zones d'activité économique. Il y a des territoires qui vont disposer de données SIG déjà bien définies, comme pourrait témoigner justement Marion de Cœur du Var, où il y a des périmètres de zones d'activité économique. Pour la métropole, c'était la même chose, hein. Il y a des périmètres de zones d'activité économique qui sont définis, qui ne sont pas forcément que des zonages économiques, hein. Après, selon les PLU, il y a quelques éléments un peu distincts. Et après, on a eu d'autres territoires au sein desquels ils n'avaient pas eux-mêmes de périmètre délimité, si ce n'est sur les zones d'activité économique où ils avaient récupéré la compétence. Mais pour beaucoup, sur nos territoires, on a encore des zones d'activité de compétences communales, hein, malgré la loi NOTRe. Et on a travaillé avec eux directement, en fait, pour regarder en fonction de leurs connaissances à eux du terrain et de définir. Et on n'a pas eu un critère clé parce que si on travaille sur Provence-Verdon, qui va être un territoire
plus petit et moins urbain, la définition n'était pas forcément la même que si on allait sur un autre territoire. Donc en fait, nous, du coup, nous, il n'y a pas eu de définition, on était plutôt sur des zones d'activité et eux ont identifié les espaces d'activité économique. Après, il y a aussi les documents de planification qui définissent les zones d'activité, mais surtout les pôles et les espaces d'activité économique. Sur un côté automatisation, comme vous aviez pu le faire, je pense qu'après, comme toute analyse globale, c'est le terrain qui va permettre, comme témoigné sur la CCI d'AMP. Après, il n'y a que le terrain qui peut vérifier, mais je pense que la clé d'entrée aussi des intercommunalités, c'est un peu eux qui ont quand même leur connaissance du terrain. Parce que sur la donnée géolocalisée d'entreprise, on connaît tous un peu les limites. Et si on est sur un établissement géolocalisé, je pense qu'il y a beaucoup de marge d'erreur à prendre en compte. L'entrée, nous, on traite de plus en plus quand on veut parler d'activité, on parle de locaux d'activité et de surface de locaux d'activité avec les fichiers fonciers. La donnée est quand même plus fiable dans son approche à la parcelle. En fait, ça permet d'identifier. Donc, il pourrait peut-être y avoir un croisement sur identifier les espaces où on a une surface de locaux d'activité à définir et qui ne soit pas en zone d'activité économique, mais en dehors. Et après, c'est plus, moi, la question de l'objectif d'identifier ces zones de fait. C'est de pouvoir, alors j'entends le côté pouvoir apporter des éléments d'analyse et d'observation sur ces zones de fait. Il y a des vraies stratégies en fait dessus, hein, parce que souvent, alors je pense, hein, je parle sous votre couvert à vous tous, c'est des zones, comme je disais, qui sont un peu créées par opportunité foncière ou des choses comme ça. Derrière, je pense qu'il y a un minimum de régularisation à faire, peut-être au niveau des documents d'urbanisme. Quelle est la compétence aussi en termes de gestion de ces équipements, notamment du réseau viaire? Voilà, la collectivité doit se poser des questions. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits d'usage aussi? Voilà. Il y a pas mal de choses, je pense que ça me paraît. Et puis derrière, il y a aussi des opportunités aussi pour pouvoir mieux aménager, mieux peut-être densifier certains secteurs ou mieux réimplanter aussi certaines activités à certains endroits. Je pense que c'est quand même intéressant de. Voilà, après, je ne peux pas Oui, mieux. non. Je disais pas que c'était pas intéressant, mais je questionnais plus l'objectif pour voir justement quels peuvent être les critères et qu'est-ce qui peut Ah, venir pardon, j'ai pas bien compléter. compris. Non, c'était pas J'avais une pas compris ta critique de question. la démarche. Au Non, niveau non, des c'était critères, plus. oui, tout à fait. Oui, au niveau des critères, je pense qu'il n'y aura pas de définition parfaite. Tout à fait. Comme on l'avait pu le faire en 2020-2021, c'est une base de réflexion. Mais comme toute définition, dès lors qu'on est sur des territoires qui sont différents, il y a des adaptations, effectivement. Et je suis complètement d'accord avec toi. De toute manière, hein, in fine, c'est l'expertise terrain qui viendra, on va dire, avérer ou pas la fiabilité de l'information derrière. Donc, voilà, ça peut, oui, ça c'est. Ouais. Mais ça, c'est des définitions, justement. Alors là, on est vraiment plutôt là pour mettre en partage un peu les cas de figure. J'ai noté, mais comme tu m'as dit que vous partiez plus sur les surfaces de locaux d'activité, à croiser Ouais. peut-être, comme on l'a dit, On nous, regarde. voilà, en fonction du type. Est-ce que le NAF aussi, le secteur d'activité rentre en compte? Parce que par exemple, si c'est Dans de. les. Ouais, Dans les établissements, en fait, on ne regarde pas l'approche établissement par les problèmes de géolocalisation, en fait. Autant sur les d'accord. zones d'activité économique un peu grandes, la masse fait que le taux qui va être moins fiable et peut s'entendre. Après, pour identifier des espaces, on trouve que c'est un peu plus complexe. Et ce qu'on regarde en parallèle pour aller dans ce sens-là, après, globalement, les intercommunalités, quand il y a une entreprise qui s'implante, elles sont au courant aussi, hein. Enfin, il y a des Ouais, permis de tout à fait, ouais. construire, donc nous, on suit aussi les permis citadelles, en fait. Les permis, ok. Pour voir les dépôts de permis construire ou d'agrandissement, pour voir là où il y a des dynamiques qui s'opèrent sur le territoire ou via les DVF sur les ventes foncières. Mais voilà, après, globalement, c'est plutôt les échanges avec les intercommunalités qui nous aident, quoi. C'est eux qui ont quand même plutôt cette vision-là. Très bien, merci. Non, mais c'est précieux ce que tu nous dis. Merci. Est-ce que d'autres personnes. Alors, je vois qu'il y a un petit 1, il y a peut-être une main que je n'ai pas vue qui s'est levée. Oui, ça doit être moi, Sébastien Charras, communauté de Oui, communes, bonjour. enclave des Papes et de Grignan. Juste Oui. un petit bonjour à tous d'abord. Bonjour. Un petit retour d'expérience puisque nous avons inclus des zones de fait à notre inventaire.
Ça me paraissait évident que les zones commerciales soient également listées et connues, puisque c'est principalement des zones commerciales qui ont été reprises comme zone de fait. Alors moi j'étais seul à faire le travail, donc c'est un travail assez important, même si on est une petite intercommunalité, avec quand même une ville phare qui est Valréas, qui a 10 000 habitants, sur 23 000 que compte la communauté de communes, donc avec voilà, une partie zonage commercial qui était assez importante et assez intéressante de connaître plus finement. Alors, vu la tâche, je sais qu'il me reste peut-être une, voire deux zones de fait à, à définir sur des plus petites communes, mais qui le seront dans un futur proche. Mais en tout cas, voilà, pour nous, il était indispensable d'avoir une vision plus large que les simples zones d'activité, qui sont au nombre de 6, dont 2 à Valréas. Voilà. D'accord. Et vous êtes donc les critères, c'était juste l'implantation d'une zone commerciale, quoi, d'un espace commercial. Ouais, alors les critères, c'était un peu les premiers critères qui avaient été vus lors de nos différentes réunions et qui étaient Oui. très light, entre guillemets, hein, donc c'était un cumul de plus d'une structure proche. Et du coup, il m'a paru évident que les zones commerciales en faisaient partie. Mais il n'y avait pas d'autres critères. J'avais pas à ce moment-là. Le PLU d'ailleurs de Valréas n'était pas encore sorti. Donc du coup, j'ai fait ça un peu en freestyle et sans autre élément que la première définition qui avait été donnée, quoi, clairement. À dire d'expert, quoi. Voilà. Oui, voilà, tout à fait. Et d'accord. Donc vous seriez intéressé, vous, pour votre part, potentiellement, par une définition peut-être un peu plus qualitative, avec d'autres Oui, critères, oui, qui permettraient oui. Alors, peut-être de faire émerger d'autres types autres que les zones commerciales. tout à Peut-être, fait. hein. Après j'ai pris un peu la réunion d'aujourd'hui en cours de route, donc vous étiez juste en fin de définition, justement, donc je me pencherai mieux. J'ai pris une copie d'écran pour mieux me repencher dessus, mais oui, tout à fait. Je On serais fera intéressé. un Ça Laurence. sera déposé. Hein, Voilà, ça sera D'accord. déposé, puis on refera un lien vers la fiche méthodologique aussi qui avait été faite à l'époque, Mhm. qui voilà. Donc qui explique tant les sources de données et toutes les étapes un peu techniques qui ont été réalisées, hein. Donc ce qui permettait en fait d'avoir un peu tout un protocole technique pour pouvoir vous-même réaliser ces travaux. Voilà. Ok, Alors, mais est-ce intéressé en tout que, cas. oui, Isabelle, peut-être que tu pourrais reprendre la définition qu'on avait choisie, donc de choisir des établissements productifs, parce que là, on est confronté plutôt à des territoires qui se retrouvent avec des implantations de zones commerciales. Et non Alors, productives. pas que, hein. Moi, Pas dans que, les pas zones, que, dans les mais zones commerciales, il y a oui, mais je me évidemment du rappelle de la productif, mais tournée, on a eu, donc vous témoignez de cela, il y a d'autres territoires qui en témoignent. Donc, ça serait peut-être intéressant de voir si on ne peut pas repêcher quand même des zones commerciales, enfin un Leclerc, un gros Leclerc, donc je me rappelle plus quelle collectivité, les Médouce, peut-être que tu pourras nous aider. Voilà, mais C'est vrai qu'on était parti quand même sur cette notion de vocation productive, puisqu'on était parti sur le fait que un espace d'activité, ça doit accueillir des activités économiques qui ne trouvent pas leur place en milieu urbain parce qu'elles ont des contraintes de fonctionnement et des besoins spécifiques qui font que elles ne peuvent s'implanter que dans des secteurs qui leur sont dédiés. Et voilà, on avait pris ce parti-là, alors que pour les activités urbaines, notamment commerciales, on est sur d'autres logiques d'implantation et conditions d'implantation, et notamment qui leur sont favorables en tissu urbain dense. C'est pour ça que voilà, on était parti sur cette approche-là avec cette notion de vocation productive. ouais. Entre-temps aussi, c'est vrai que là, c'est des travaux qui ont plus de 5 ans, qui ont 5 ans, on va dire. Et c'est vrai que il y a eu en 5 ans, il y a eu peut-être aussi des nouvelles typologies, on va dire, de zones de fait, et notamment Oui, puis peut-être les beaucoup plus de zones inventaires, d'activité. ouais. Voilà, les inventaires Les sont venus. inventaires nous ont permis de préciser vraiment les périmètres des Exactement. zones. Et du coup, on se retrouve avec d'autres secteurs qui finalement persistent en dehors de ces zones. Merci beaucoup, Monsieur Charras, pour votre témoignage. J'invite les autres personnes peut-être à s'exprimer aussi, qui souhaitent, ou même si vous n'avez pas réalisé ce travail, est-ce que vous reconnaissez justement dans ces cas de figure? N'hésitez pas à témoigner, puisque ça viendra un peu légitimer un petit peu l'intérêt de tout ce travail, hein.
Est-ce qu'il y a un intérêt justement à ce qu'on s'achemine vers une définition un peu plus robuste? J'en profite du coup pour rebondir, Laurence. Alors, j'ai plus en tête en effet le Leclerc sur quelle commune il était situé, mais je me rappelle qu'on avait eu cette discussion lors de vos tournées départementales. De notre côté, alors on a accompagné, donc je disais tout à l'heure, les inventaires des zones d'activité, donc vraiment réglementaires pour le coup, sur plusieurs EPCI en Vaucluse. Moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais pour l'instant, on n'a pas engagé de travaux, on va dire, à l'oral sur ces zones de fait. Mais par contre, c'est vrai que la question se pose, notamment puisque vous parliez d'économie productive, notamment dans le cadre de territoires d'industrie, où on a commencé à travailler sur un panorama des établissements productifs. Et donc, on est parti en effet de code NAF pour essayer de localiser, alors avec tous les biais que Marion évoquait, qui sont en effet assez importants, assez conséquents, mais en réalisant ce travail-là, on s'est rendu compte qu'on a quand même un tissu qui est composé de beaucoup de PME, quand on parle d'activités productives en Vaucluse, et qui sont en dehors des zones d'activité. On en a énormément qui sont en dehors des zones d'activité, au moins la moitié. Et donc, ça posait la question de ces clusters qui se trouvent en dehors des zones réglementaires dédiées à l'activité économique et notamment à l'activité productive. Alors, ils ne sont pas tous facteurs de nuisance, parce que quand on parle de PME, on parle aussi d'activités qui sont... vous évoquez les bijoutiers, les couteliers en centre-ville, tout ça, ça peut rentrer en fait dans le scope un peu contraignant aussi des codes NAF, même si on a filtré sur le nombre de salariés lorsque c'était possible. Mais en tout cas, la question se pose. Donc pour l'instant, les travaux n'ont pas été engagés, mais c'est vrai que c'est une réflexion qui est en train d'être menée sur qu'est-ce qui sort du coup de notre champ d'observation. Si on regarde que les ZAE et l'activité productive en ZAE, on loupe une grande partie de nos établissements, notamment dans l'industrie productive. Alors, du coup, ça me rappelle, enfin, les grands sujets de discussion aussi, c'était pour nous de rattraper les zones que ne m'avaient pas envoyées les territoires et que moi, j'avais dans ma base de données Sud Foncier Éco, en particulier les zones communales qui n'ont pas été inventoriées. Voilà, donc voilà, il y a eu un gros souci de rattrapage, puisque nous, on est un petit peu dans la définition telle elle a été définie par le CNIG, le Centre national de l'information géolocalisée. On récupère effectivement toutes les zones historiques. C'est pour ça qu'on a appelé ça les espaces d'activité économique et que le CNIG appelle ça des sites économiques, c'est qu'on va plus loin que ces zones d'activité réglementaires. Donc, on récupère un peu tout. C'est un petit peu ça, Marion. Je pense l'intérêt d'avoir aussi les zones de fait, c'est effectivement le volet observation. Oui, enfin, je rebondis. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, hein. Je trouve que ça permet, enfin, c'est ce que disait aussi Léa, ça permet d'avoir une vision du coup de l'économie à une maille plus globale que uniquement les espaces d'activité économique, d'avoir une bonne visualisation des territoires. Et en effet, enfin, moi je rejoins, c'est que dans le département du Var, on a beaucoup de territoires qui disposent encore de zones communales. Et après, ça a été un choix politique sur certains territoires de ne pas aller réaliser l'inventaire sur ces périmètres-là. Néanmoins, c'est des périmètres qu'on peut disposer. On peut voir auprès de ces territoires-là si ils ont une volonté de les faire remonter dans Sud Foncier Éco, au-delà de l'inventaire. En fait, dans le cadre de l'inventaire, c'était une autre démarche qui n'était pas forcément obligatoire là-dessus, même si on a incité, hein, pour beaucoup, ils les ont intégrés. Mais oui, il y a les zones d'activité, voilà, il y a les zones d'activité communales qui sont un enjeu et les zones d'activité. Enfin, aussi, l'inventaire a permis de se poser la question pour certains EPCI qui étaient moins bien outillés, de se dire qu'ils n'avaient pas forcément bien délimité leur périmètre de ZAE, quoi. Et après, je rejoins sur le tissu productif ou les zones commerciales, comme l'évoquait le monsieur sur les grands centres commerciaux. Mais je pense qu'en effet, par des données de surface de locaux d'activité, il y a moyen de pouvoir identifier en fixant certains critères. Ils ont plutôt des surfaces assez importantes pour les identifier. Et des critères, excusez-moi, j'ai vu qu'il y a une autre main, mais justement sur ces zones commerciales, des critères un peu morphologiques. Je me dis ça, par exemple, on va avoir des basonnets où maintenant
d'occupation du sol notamment, où on a des grands espaces de parking aussi autour. Ça peut être aussi des fois bon, voilà, rares sont effectivement, les grandes zones de parking sur des espaces, on va dire, résidentiels, hein, aussi grands. Est-ce qu'il y a aussi des critères? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on peut avoir aussi uniquement ne pas s'en cantonner peut-être à des critères que uniquement économiques, mais plus effectivement morphologiques. Voilà, Et c'est du une coup, là, question. ça me fait penser, Ah, peut-être que André pourra en parler, mais il y a le CEREMA aussi à répertorier hein, les sites commerciaux, là. Ouais. Et juste pour compléter sur les parkings, nous on a fait un travail, mais du coup on a pris le parti de le faire à la main pour identifier les espaces de stationnement. On n'a pas trouvé une source de données, donc à voir s'il y en a qui se développent pour pouvoir identifier ces espaces de stationnement finement en fait, entre ceux qui sont en surface, ceux qui sont en silo, ceux qui sont en souterrain. Oui. Donc voilà, peut-être avoir. En plus, au-delà de ça, il y a des enjeux aussi internes de densification à partir de ces parkings dans les zones en tant que telles. C'est Pour ça, pas citer, exactement. pour pas citer certaines zones style plan de campagne. Voilà, c'est ça. Voilà. On laisse la parole peut-être à Marion oui. Bourdelès. Oui, j'ai vu sa main. Merci, Laurence. Oui, alors je rebondis sur ce qu'a dit Marion de l'Odadva. Nous, dans le SCOT, en fait, on s'est servi d'une ancienne liste qui datait de la CCI, d'une étude de la CCI de 2007 et de notre SCOT précédent. On a dû remettre à jour la liste parce qu'en fait, depuis, il y a eu l'inventaire et Cœur du Var a récupéré uniquement 3 zones. Donc, nous, d'un point de vue stratégique, dans le SCOT, on a dû réfléchir avec le pôle des dépôts et Isabelle, que Marion connaît bien, à comment on va trouver un dénominateur commun aux aires qui n'ont pas fait l'objet de l'inventaire et comment est-ce qu'on les traite dans le SCOT. Et pour éviter tout écueil juridique, on a discuté avec les élus de comment envisager cette liste. Donc en fait, on a les zones, les ADAE, qui sont 3 zones d'activité intercommunales qui ont fait l'objet d'un inventaire. Et toutes les autres zones, on ne les appelle pas zones, on les appelle des aires d'activité. Et ça, c'est un travail qu'on a mené avec les élus. On avait proposé plusieurs dénominations avec plusieurs critères. Et en fait, l'espace d'activité a été mis de côté. Donc, on appelle ça les aires d'activité communales. Ensuite, on a les aires d'activité communales qui sont stratégiques, donc qui pourraient rentrer à terme dans la liste des ZAE intercommunales. Voilà, donc tout ce travail est encore en cours de finalisation et de précision parce que on est actuellement en train de travailler sur le D2O du SCOT. Donc voilà, on a dessiné un certain nombre de périmètres. On pense avoir la majorité des aires et futures aires d'activité parce qu'on en a d'autres qui vont arriver sur le territoire après discuter avec les élus. Et donc voilà, on est en train d'un peu essayer de condenser les éléments. Et on a autre Tout chose. ça apparaîtra dans le SCOT. Ouais, on a autre chose dans le D2O qui s'appelle le DAC et qui permet de définir des SIP, des secteurs d'implantation périphérique. Donc ça, c'est pour le commerce. Et nous, du coup, dans chaque aire d'activité, on a une poche dédiée au commerce. Pour dire un peu, nous, on essaye tant bien que mal de définir, d'apporter maximum de précision sur les critères et tout dans le SCOT, quoi, au-delà de l'inventaire. Mais voilà, c'est vrai qu'on aurait besoin d'une dénomination commune et voilà, d'un appui plus pour les aires, les zones, voilà, comment on décide de l'appeler. Merci beaucoup. Vous avez bien compris que dans Sud Fonseco, on est intéressé par vos aires communales, stratégiques et les ZAE. Enfin, on s'intéresse à tout ça, donc on sera preneur. Puis de toute façon, la région, elle est autoreprise autorité qui va lire le SCOT, donc on verra tout ça dans les cartes. Oui. Et intéressé effectivement pour les travaux que vous menez sur la définition de ces aires d'activité, donc puisque mettre en partage un peu les regards par rapport à ça. Tout à fait.
Merci beaucoup. André a levé la main. Oui, je ne sais pas si vous m'attendez. Oui. Oui, en fait, peut-être que du coup, vu que vous l'avez un peu évoqué, je peux vous dire un mot peut-être aussi sur notre manière de repérer notre foncier économique. Peut-être que ça peut intéresser quelqu'un à résumer. En gros, nous, on va agréger plusieurs sources de sites éco. C'est-à-dire, on va regarder dans les documents d'urbanisme qui sont publiés sur le grand portail des documents d'urbanisme. Et dedans, on va ajouter aussi quelques sites qu'on va repérer sur certaines bases de données telles que la base BDTopo ou la base OpenStreetMap. Et sur ces données-là, on va venir aussi ajouter d'autres sites qu'on constitue à partir des fichiers fonciers qui a été déjà évoqué par quelqu'un. En gros, on va venir regarder où est-ce qu'ils sont agglomérés, où sont concentrés les locaux d'activité et on essaie de les entourer pour essayer de délimiter ces sites éco, ce qui peut vraiment correspondre à peu près à la définition des zones d'effet en fonction de comment certains souhaitent les définir. Et ce qu'il faut comprendre par là, tout ce travail-là est réalisé de manière automatisée en fait. En gros, on moissonne les données, on les agrège par traitement informatique. Et l'objectif, justement, c'était d'avoir une vision, comment dire, homogène sur le territoire national de foncier à usage économique. Et ce que nous souhaiterons, justement, c'est que ce travail qui a été réalisé de manière automatique puisse être alimenté par des données ici, comment dire, ou qui ont été recortées localement, en fait, en gros, pour, comment dire, essayer de fiabiliser la base. Ce qu'il faut noter, c'est que justement, notre travail qui est réalisé de manière automatique ne peut pas être aussi fiable que les observatoires locaux. L'idée, c'est que ce qui nous intéresse, justement, si on peut récolter ces données qui ont été constituées localement et peut-être voir s'ils peuvent venir enrichir ou se substituer à des données en tout cas. Oui, je Oui, pense André, effectivement, on pourra faire passer effectivement les travaux si on les récupère. Et tout ce qu'on consolide au niveau régional, il n'y a pas de souci. On vous a fait passer les périmètres des espaces d'activité, mais on pourra faire passer. Justement, et les périmètres que vous avez envoyés, il me semble qu'actuellement, il y a mon collègue Fred qui essaie de les intégrer, en fait, qui les a intégrés dans notre base de données déjà en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, André. C'est bien noté, on va regarder ça très précisément. Alison? Oui. Déjà, merci pour la présentation et pour les échanges. On voit que c'est un sujet assez intéressant. Nous, de notre côté, dans le cadre de l'inventaire, on s'était, il me semble, plutôt basé sur l'occupation réelle économique. Donc, Sud Foncier Éco, les zonages des documents d'urbanisme et un travail de photo-interprétation qu'avait réalisé l'OPA pour compléter le référentiel sur la base donc d'une occupation réelle. Mais c'est vrai qu'on n'était pas allé forcément plus loin sur la définition des zones de fait. Je regardais là en même temps, on avait sur 400 espaces d'activité économique, donc mélanger zone d'activité réglementaire et espace, donc zone de fait. On a à peu près 180 zones de fait, on va dire, donc ce qui est quand même assez important. J'ai plutôt l'impression que c'est dans du tissu urbain diffus, donc un peu ce que tu disais tout à l'heure, Claire, où c'est plutôt des quartiers qui sont développés en périphérie et de fait, il y a des entreprises qui s'installent, alors plutôt commerce, de commerce, des salles de sport, des choses comme ça. Et voilà, ça me semble plutôt dans l'urbain diffus. J'ai vu quelques zones où je me dis ça c'est peut-être plus dans de l'urbain dense. En tout cas, ça se rapproche. Donc, il
il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là, mais je pense pas que ce soit la majorité. C'est peut-être simplement des couacs, enfin des petites vérifs qu'on doit faire de notre côté. Mais voilà, je pense que c'est un sujet intéressant. La direction économie n'est pas représentée, mais ils avancent sur des sujets. Ils ont notamment identifié assez récemment, ils ont un peu mis au propre toute leur recensement des zones réglementaires, justement, de la métropole. Donc, je pense que là, le travail sur les zones de fait, ça peut être voilà, un travail dans la dynamique qui est un petit peu de consolider notre connaissance du foncier économique. Donc, Et puis vous êtes un beau cas d'école, hein, vous, la métropole. Hein. Vous avez des cas de figure avec Marseille, Aix, les plus gros pôles d'activité de la région, un des plus gros pôles d'activité de la région. Donc avec plaisir pour suivre ces travaux avec vous, être associé à ces échanges, effectivement. Donc, merci, Alison. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer ou qui ont des questions par rapport à tout ce qui a été dit ou qui souhaitent poser des questions à d'autres territoires? Je vois pas, sauf si je vois pas tout, mais a priori, je vois pas d'autres personnes se manifester. Est-ce que dans le fil de discussion, il y a des gens qui peut-être n'ont pas de micro qui ne fonctionne hein, et qui ont... Laurence, est-ce que tu vois des messages? Oui, Monsieur Charras m'a posé une question, mais je l'ai invité à aller regarder la nouvelle version de l'outil, donc il sera en ligne la semaine prochaine, plutôt le mercredi 16, contrairement au message que je vous ai envoyé. Ce ne sera pas mardi 15, mais plutôt mercredi 16 donc à la place de visu.sudfoncieco.fr, vous arriverez sur le nouvel outil qui présente les nouveaux périmètres avec les établissements mis à jour. Donc je vous invite plutôt à vérifier sur la dernière version de l'outil, donc qui sort la semaine prochaine. Voilà. Très bien, merci. Et ça sera justement une bonne base de départ, hein, cette nouvelle version, pas de l'outil, mais forcément des données mises à jour, pour repartir, retester des choses, hein, puisqu'entre-temps, effectivement, depuis 2020, je pense qu'il y a pas mal de zones d'activité de fait qui ont été intégrées ou peut-être dans le document d'urbanisme. Mais pour repartir par contre de la table donc, du CEREMA, hein, repartir à la table du CEREMA, des FUSAC, croiser ça avec donc ces poches d'activité avec nos périmètres, regarder ce qu'on a nous dans les extensions, ce qu'on avait dans les projets, puisque ce sont des tables hein, qui ont été. Tout à fait. Alors, on parlait de surface de locaux pour les. Alors, je crois que c'est Marion. Hein, est-ce que justement, il y avait un seuil de surface, par exemple, la petite boutique pour revenir aux vendeurs de bijoux. Est-ce qu'à partir de. Voilà, est-ce qu'il y avait un seuil de surface, un critère de surface qui avait été distingué, puisque a priori, ça pourrait être un critère supplémentaire? Nous, on n'a pas défini de critères supplémentaires puisque j'ai pour le moment sur le territoire, nous, on n'a pas fait de travail amont de traitement de données pour définir des espaces d'activité autres. On est vraiment parti de la remontée des territoires et de leurs connaissances fines pour identifier par eux les zonages. Après, on a redessiné les périmètres et on est venu apporter de l'information quantitative dessus. Mais on n'est pas parti. Mais par contre, ça peut être fait sur une analyse un peu de taille moyenne. Enfin voilà. Après, nous, dans les analyses qu'on fait, on est sur de la taille moyenne selon la typologie de locaux d'activité, selon les espaces d'activité. Donc après, c'est peut-être plutôt à voir par rapport aux tailles moyennes qui peuvent exister et voir si ça peut être un critère pour en effet ne pas retenir. En fait, je pense qu'il y a le côté nombre de locaux d'activité et surface de locaux d'activité. Parce qu'il peut y avoir une zone un peu artisanale où il va y avoir plein de petites surfaces qui individuellement sont petites, mais cumulées arrivent. C'était un peu ce que vous aviez fait quand vous étiez sur l'entrée établissement emploi, sauf que là, c'est local et surface, quoi. Parce que nous, on trouvait que c'était plus facile. Oui, un critère croisé qui serait intéressant et comme tu l'as dit, sûrement effectivement à adapter en fonction du secteur d'activité. Oui, tout à fait, oui. Dans la mesure où vous réalisez effectivement ces analyses sur les surfaces moyennes par secteur, ça pourrait être un bon point d'entrée pour fixer les choses ou tester les choses.
voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez dans la perspective de faire ou que vous avez fait. Est-ce que vous seriez en mesure de nous faire un petit retour justement la prochaine fois sur ces seuils de surface un peu par moyen? Alors, il faudra voir quand est la prochaine fois, parce que j'avoue qu'on est quand même encore beaucoup dans de la production. On a beaucoup de D'accord. Bah, rendus c'est à quand faire pour à nos peu près? territoires. D'accord. Bah, parce que ça demande quand même une analyse, parce qu'en fait, nous, on Oui. approche les locaux d'activité selon une typologie. Enfin, dans les fichiers fonciers, il y a différentes grilles d'analyse des locaux d'activité. Il faut savoir, par exemple, l'industrie est plutôt très mal renseignée, il faut les re-renseigner à la main. Enfin, il y a toute une approche et il faut voir aussi ce qu'on veut mettre dans la typologie des locaux d'activité. Nous, à l'heure d'aujourd'hui, sur certains territoires, on ne va pas plus loin que la version un peu agrégée parce que ça nous suffit. Donc voilà, c'est peut-être de mettre en partage lors d'une prochaine Tout à réunion fait, un peu c'était une dans ce lecture, sens-là ma question. mais Voilà, tout à peut-être fait. voilà, une lecture que des résultats qu'on n'aura peut-être pas forcément encore. Très Et bien. après, pour rebondir sur ce qui était évoqué, je pense que c'est la base FUSAC, du coup, Ouais. qui était évoquée. Après, nous, on l'a pas encore fait, on l'a un peu regardé comme ça et j'avoue qu'on a eu beaucoup de choses un peu étonnantes sur ce qui pouvait émerger. Donc, ça rejoint ce qui était évoqué, qu'après, les dispositifs locaux sont aussi un peu plus précis. Peut-être qu'il faudrait qu'on prenne un peu de temps pour faire un retour sur certains endroits. Nous, on l'a regardé, du coup, on l'a pas exploité parce que ça nous faisait ressortir quand même beaucoup de zones sur le territoire, y compris sur des petits villages. Parce qu'on était sur des volumes, mais voilà, peut-être qu'on peut voir, puisqu'on le fait aussi, nous, de croiser les différentes sources et de voir un peu ce qui ressort. Je pense que ça pourrait être intéressant si certains ont déjà manipulé les fichiers, de voir. Alors peut-être, André, tu peux préciser que la nouvelle version de la base va bientôt être en ligne, parce que là, peut-être, Marion, tu parles de leur première version. Je pense qu'entre-temps, avec les retours de plusieurs régions, vous avez fait des corrections non, de la base FUSAC. Oui, en fait, je suppose que la version CUNISO, c'est la version qui a été diffusée en 2020. En octobre 2024, quelque chose comme ça. Oui, voilà, quelque chose comme ça. Il y a une autre version qui est en cours de préparation, qui n'est pas encore finalisée, en fait, sur laquelle, justement, on essaie d'apporter des améliorations en fonction des retours qu'on avait eus. Et il y a une remarque qui vient d'être faite, c'est au niveau de la quantité comment dire, de sites économiques qui sont dans la base. Et en fait, justement, pourquoi autant de quantités? C'est parce que nous, on essaie de regarder tout foncier économique de manière globale au niveau national. C'est vrai que suivant d'un territoire à un autre, on n'est pas intéressé par le même type de site. Sauf que quand on essaie, comment dire, de réduire le nombre de sites en appliquant un certain nombre de critères, par exemple la taille des sites, etc., on supprime certains sites qui intéressent d'autres territoires. Et du coup, trouver un beau critère, est-ce qu'on garde ça ou on filtre, ça paraît un peu difficile, mais malgré tout, on essaie d'intégrer un certain nombre de données dans la base qui peuvent permettre de, comment dire, de filtrer en fait les sites qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas. Là, je reconnais que pour faire ce travail-là, il faut plonger dans la base, aller comprendre les données qui sont comprises, ce qui est en soi un travail qui est un peu, comment dire, qui peut prendre du temps en soi, en fait. Et je crois qu'on se voit la semaine prochaine, André, puisque moi, j'ai reçu cette deuxième version des FUSAC que j'ai commencé à ouvrir et je vais regarder. Est-ce qu'on pourrait envisager de la faire passer, donc, par exemple, à Marion, enfin, à certains agences urbains ou des CCI qui seraient... En fait, je pense que dans l'état actuel, je ne pense pas que la base soit vraiment finalisée. À mon avis, il faut attendre un peu dans le cas où il y a encore des choses qui bougent. J'ai regardé hier dans la base, il y a Fred qui avait recalculé la base pour corriger quelques cookies qu'on avait les trouvés. Normalement, j'ai une réunion avec lui cet après-midi pour voir où est-ce que ça en est. En sachant qu'il y a même d'autres données qu'on doit intégrer dans les données d'occupation de sol. On en rediscutera la semaine prochaine, mais voilà. il y a cette demande Par contre, éventuellement. la semaine prochaine, en tout cas, moi je serai en congé, ça sera avec Fred, mais on travaille. D'accord. Ok, on en parlera, tu pourras le prévenir. Merci André. Oui. Mais la version actuelle, je pense pas qu'elle soit encore diffusable. Mais il va être en tout cas au courant de septembre, en tout cas. Ok,
Isabelle, tu voulais intervenir? Oui, en fait, je voulais juste rebondir par rapport aussi, un peu en complément, mais sur les activités de commerce, de services, qui sont implantées hors, espace d'activité économique et hors centre-ville, sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence, dans le cas de différentes démarches, alors des démarches, stratégiques, mais aussi réglementaires, avec le SDUC, le tackle, du SCOT. On avait identifié avec la métropole en fait, ce qu'on appelle des polarités commerciales. Donc, on est hors centre-ville et hors espace d'activité. Bien souvent, en fait, on est sur des entrées de ville, on est aux abords de ronds-points, sur le long d'axes routiers structurants, bon, bref, sur des secteurs assez opportunistes pour le développement du commerce. Et on avait en fait déterminé ces polarités à partir d'un minimum de points de vente, donc des locaux commerciaux, et donc ça rejoint cette notion de locaux d'activité, et aussi avec un minimum de surface de vente. Donc voilà, ça peut aussi répondre à cette question où on n'est pas forcément sur des activités productives, mais dans un tissu urbain entre du dense et du diffus. Mais voilà, là, on est encore sur d'autres conditions et d'autres logiques d'implantation qui sont différentes par rapport aux travaux initialement engagés sur les zones de vie qui étaient quand même plutôt orientées sur les activités productives. Oui, mais qui nécessitent peut-être est à élargir. Donc, ça Oui, peut être tout à fait. intéressant. Tout à fait. Et d'accord. Et ça, c'est des travaux qui sont effectivement terminés, quoi, terminés, voilà. Oui, la définition, il faudrait que je vous la retrouve précisément. Alors, il me semble que ça devait être 10 points de vente avec un minimum de 1000 m² de surface de vente. Et on n'est pas sur des surfaces de plancher, mais des surfaces de vente. Mais il faudrait que je retrouve précisément la définition. Et ça nous permettait en fait d'identifier voilà, des regroupements d'activités de commerce, de services hors centre-ville et espaces d'activité éco. Est-ce que tu penses que ça serait envisageable, Isabelle, si on refait une prochaine réunion, d'avoir un petit retour d'expérience sur ce travail fait avec des cas de figure, sur la petite méthode Oui, bien sûr. Oui, on peut ne serait-ce que déjà de vérifier la bonne définition et de montrer quelques cas pratiques, oui. Ouais, et que ça pourrait être au croisé Bien avec sûr. justement ce que font des Mais agences d'urbanisme. ouais, Donc ça tout peut à fait. intéresser tout le monde. Super. Bon, on reviendra donc Mais vers toi du par coup, rapport à ça. juste pour finir, c'est que du coup, on l'a quand même dissocié de ces zones de fait parce que Oui. l'idée n'est pas tant par exemple, d'adapter les dispositions réglementaires de ces polarités commerciales, mais c'était plutôt de pouvoir les identifier, de mieux les connaître et en fait, finalement, d'arriver à les contenir parce qu'on est sur d'autres d'autres logiques avec plutôt le mitage de ces activités et finalement, qui est encore autre chose que sur les zones de fait. Oui, donc derrière, il y avait plutôt une problématique d'identification de ces implantations un peu diffuses de ces espaces-là, quoi. Tout à fait, pour pouvoir les contenir. Les contenir, ouais, je comprends, ouais. C'est pas du tout la même chose. Non. Mais Donc je pense que ça... peut-être qu'on peut déterminer donc 2 types de... Ouais, c'est exactement, Voilà. Laurence. C'était l'idée qui me venait. Voilà. Il y a des typologies peut-être à déterminer aussi. C'est ça, ouais. Parce Tout à que c'est fait. vrai que là, on a un peu un terme valise, zone de fait. En fait, voilà, on pourrait tout à fait... on voit qu'il y a différentes appellations avec différents objets derrière. Mais tout ça aussi, effectivement, on peut prétendre à ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Merci beaucoup, Isabelle, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient apporter, réagir? Je vois pas, a priori, de petits points rouges sur les bonhommes tout petits que je vois. Voilà. Non, Je suis dans un beau pas bureau, d'autres mains mais levées. dès que je branche l'autre écran, j'ai plus de souris. Donc voilà. Pas d'autres mains levées? Bon, je pense qu'on a déjà un beau panorama. Après, comme on vous a dit aujourd'hui, c'est vrai que la date est un peu tardive, mais et en même temps, voilà, je pense qu'on était tous peut-être un petit peu plus disponibles pour avoir ces premiers échanges. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence, mais je pense qu'il y a un intérêt fort autour de la poursuite un petit peu de ces réflexions. Oui. Alors, on va lui garder la nomination zone de fait, puisque c'est un peu comme ça qu'on l'a vendu. Je pense que c'est un bon repère pour les gens, mais effectivement, il y a peut-être différents objets qu'on peut déterminer, étudier et mieux qualifier. Donc,
On retient voilà, qu'il y a peut-être quelques retours d'expérience complémentaires qui pourraient être faits à l'occasion d'une prochaine réunion si les personnes en sont d'accord. Alors voilà, je pense qu'on peut acter le fait qu'il est nécessaire voilà, qu'on peut-être on relance une prochaine réunion où on apporterait des retours d'expérience un peu plus techniques par rapport à ces différents retours d'expérience-là. Est-ce qu'entre-temps, on aura eu l'occasion effectivement d'un peu plus regarder les fichiers FUSAC, des croisements, on verra Oui, aussi avec le et CEREMA. peut-être que le CEREMA pourrait voilà, Ouais, un plus travail avec le avant CEREMA, présenter vraiment leur méthode, parce qu'ils utilisent vraiment beaucoup de bases de données pour... c'est ça. Le travail des CCI, peut-être, voilà, une petite prise, voilà. Donc, j'ai retenu aussi l'AUDAT, le travail que vous avez fait. Si j'oublie des gens, manifestez-vous. Donc, Isabelle, avec le travail sur les poches, les polarités commerciales. Le SCOT Cœur du Var, là, avec les aires, Oui, les SCOT Cœur du Var aussi. les aires d'activité. Alors voilà, ça se veut. L'objectif, c'est pas de vous demander du travail supplémentaire, c'est juste que vous puissiez exposer avec des illustrations ou pas, voilà, ou si vous avez des éléments à envoyer. C'est plutôt une mise en partage un peu de vos réflexions, hein, voilà, l'objectif, c'est voilà, c'est ni plus ni moins, même si c'est pas tout à fait abouti, même si c'est perfectible, ça permet de cheminer. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on peut prévoir. Alors, on va se laisser un peu de temps, bien entendu, pour cette prochaine séance. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence. En plus de ça, pas mal de territoires on voit encore des travaux en cours. Si on prévoit de tenir cette réunion entre fin septembre et octobre, ou courant octobre, est-ce que ça vous irait? Alors la visioconférence, je pense, reste encore un format adapté. Donc on peut faire ça en visioconférence, pareil, sur le même pas de temps. Isabelle, tu as levé la main? Non, pardon, je me suis Non. trompée de bouton, désolée. Donc une visio autour, voilà, en octobre, je sais pas ce que tu en penses, ça laisse le Il faut temps. laisser passer les Geodata Days où tu vas quand même être très très occupé. On Oui, va quand puis même bon, être pas le temps mal que tout le monde. mobilisé. Voilà, il y a beaucoup de choses à la Les rentrée qui rendez-vous occupent. territoriaux, enfin, etc. Voilà, donc on peut se prévoir quelque chose à l'automne, j'étais à l'automne, et comme ça vous laisse le temps, ça nous laisse le temps de revenir tranquillement vers vous pour voir ce qu'on peut ou pas présenter de votre côté. Si d'autres personnes ce laps de temps souhaitent aussi mettre en avant certains travaux, qui n'hésitent pas à nous contacter, Laurence ou moi-même. Oui. Ce sera, voilà. Mais je pense qu'on peut, voilà, on va pas vous retenir plus longtemps. On a fait un joli pas de tour, panorama un peu on voit qu'il y a vraiment eu des approches complètement différentes. Donc, c'est un objet complexe, avec des sous-objets aussi. Et cet aspect commercial, effectivement, on voit qu'il a pris énormément d'ampleur. Je pense que ça joue beaucoup aussi avec les nouveaux quartiers, en fait, hein, cette nouvelle organisation et urbanisation qui s'est réalisée ces dernières années. Donc, où aussi on essaie de densifier que plus, hein. Il y a aussi de la mixité, hein, d'usage, donc avec de l'accueil aussi de certains commerces en pas d'immeuble, quoi. Donc voilà, il y a énormément de choses. Écoutez, je pense qu'on peut clôturer. Je ne sais pas si Laurence, tu veux rajouter 2 petits mots ou, en tout cas, c'était Non, très non. riche. On vous remercie tous pour votre participation. On va peut-être faire une petite synthèse, alors peut-être pas dans un détail très poussé de tous les échanges à voir, sachant qu'on a enregistré cette petite conférence, donc on pourra la poser sur le portail Subfoncier Éco. Comme ça, vous pourrez reprendre, et même pour les personnes, je pense que voilà, qui n'ont malheureusement pas pu assister, faute de disponibilité à cette première séance, pourront aussi revisionner, réécouter, et ça fera peut-être entre-temps réagir. Donc c'est aussi pour ça qu'on se laisse un peu de temps jusqu'à la prochaine réunion, pour que ces personnes-là puissent se manifester si nécessaire. Oui, Merci. on va ajouter une page sur le groupe de travail Zone de Fait dans le site. Oui. Donc, vous retrouverez les éléments de 2020, hein, le guide méthodologique qui avait été fait par la CCI Nice Côte d'Azur, qui était intéressant. Il y avait tous les éléments de définition du guide méthodologique, hein, qui avait été fait avec Isabelle David, etc.
Voilà, on pourrait mettre, pourquoi pas, effectivement, les polygones des 120 zones de fait qu'on avait retenues. Oui, ou ça, vous pouvez nous les demander à la demande, peut-être on peut vous les Aussi, transmettre. peut-être, Ça ouais. reste quand même des données de travail voilà, Ouais. qui ont été pour certaines recettées, qualifiées par les acteurs et sur d'autres endroits où malheureusement on n'a pas eu de retour. Donc C'est je ça. pense qu'elles sont Il y voilà, avait aussi un petit c'est guide qui avait été fait exploratoire. par la Chambre de métiers d'artisanat. Donc, ça avait effectivement le développement des entrepôts artisanaux. Voilà. Oui. Voilà, donc on mettra tout ça, plus le PowerPoint et le replay peut-être. Ouais. Et le replay, oui, tout à fait. Eh Merci bien, on à revient. tous. Merci à tous et pour les personnes qu'on ne revoit pas d'ici la rentrée, on vous souhaite